Je rappelle qu'il s'agit ici de la deuxième commission digitale du CIAN de l'année. On en fait une environ par trimestre. Et le sujet d'aujourd'hui est autour de tout ce qui est e-gov et Civic Tech. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, allez, nous allons être galants. C'est Alicia qui va se présenter en premier. Bonjour tout le monde et merci Jean-Michel pour l'invitation. Thierry, ravi de partager cette petite table ronde avec toi. Donc moi je m'appelle Alicia, je suis la fondatrice de MakeWork. Jean-Michel, tu le disais, j'ai cofondé cette société avec une autre personne qui s'appelle Axel Docher et qui est le fondateur aussi de Vivatech. Il était le président de Publicis il y a quelques années, mais ça fait un petit bout de temps parce qu'on a lancé l'aventure il y a 9 ans maintenant. Moi, je suis française, j'habite à Berlin. Nous, on a des bureaux à Berlin, à Bruxelles et à Paris. Voilà. Et donc, Make4, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise, une organisation qui accompagne les grandes organisations, que ce soit des institutions, des fondations, des organisations internationales comme l'OTAN, mais également des entreprises dans leurs grands projets de transformation. Et pour ce faire, on considère qu'il est plus possible de ne pas faire avec. Donc, quand on parle de la Civic Tech, de l'eGov, c'est vraiment un sujet de faire avec, du coup, les citoyens. Donc là, on peut utiliser un autre mot, c'est-à-dire que nous, quand on travaille avec les institutions et les gouvernements, on travaille sur le sujet de la démocratie participative. Et quand on a décidé de lancer l'organisation, cette entreprise, il y a 9 ans, moi, mon sujet, mon background, c'est plutôt la tech. J'ai construit des équipes de data scientists, d'ingénieurs, d'experts en digital. Et donc, le point de départ, ça a été de dire, on va renforcer la démocratie en utilisant les nouvelles technologies. Et je vous raconterai peut-être un peu plus tard comment on fait et nos particularités autour notamment de la massivité et aussi autour de notre théorie du changement, autour du consensus. Voilà, enchanté. Thierry, je te passe la balle. Bonjour à tous et également, bien évidemment, merci beaucoup pour cette invitation. Donc, je travaille dans la division innovation de l'Agence française de développement. Alors, et je travaille sur les plateformes numériques depuis de nombreuses années, bien évidemment en lien avec l'Afrique. Et ça me parle particulièrement tous ces sujets de civic tech et tu disais aussi e-gov dans ton introduction, Jean-Michel, parce que c'est aussi autour de de tout cet environnement du Web 2.0 puis Web 3.0 où effectivement il y a de plus en plus d'interactions avec les utilisateurs et de nombreuses organisations, de nombreux bailleurs de fonds, même de nombreuses entreprises. Et bien sûr, particulièrement les États, qui sont les premiers clients de l'Agence française de développement, souhaitent interagir avec leurs citoyens quels qu'ils soient, hein, et des citoyens qui sont parfois très engagés auprès d'associations, au sein de leurs propres entreprises ou dans leurs activités quotidiennes, quelles qu'elles soient. Et alors en Afrique, avec l'ensemble des coopératives, des secteurs clés qui sont l'agriculture, l'eau, l'éducation, c'est un volume qui est absolument colossal. Et l'objectif, pour se rapprocher au plus des utilisateurs, c'est d'interagir avec eux. Et le meilleur outil pour interagir avec ces utilisateurs, au-delà bien sûr des rencontres physiques, c'est de leur permettre de proposer des initiatives, de proposer des projets, de se regrouper dans des consortiums. Et du coup, concrètement, qu'est-ce qu'on va faire par exemple à l'Agence française de développement? Eh ben, on va lancer une plateforme de participation citoyenne. Alors ça a été déjà fait, hein. La première, elle a été faite en 2018 sur justement ces enjeux du numérique à l'époque puisque c'était vraiment un gap qui était très important, à la fois parfois en interne au niveau de l'Agence française de développement et puis sur les projets qui sont portés, où les citoyens, qu'on soit dans une entreprise ou un peu dans les types de profils de structures ou de personnes que je décrivais tout à l'heure, vont soumettre des projets, des initiatives, et le volet vraiment participatif va être aussi très axé sur le fait que ils vont noter eux-mêmes les projets qui sont soumis. Donc, ils vont proposer des projets, proposer un cadre, ils vont décrire le projet, décrire l'environnement, décrire le pays, et puis finalement pouvoir interagir entre eux, noter les projets, faire remonter des projets. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille beaucoup. Et vous faites pas avec McPorg? Alors ça, je sais pas parce que la spécificité de l'Agence française de développement, c'est d'avoir déjà, pour travailler, comme je le disais, avec les États, c'est d'avoir ce réseau d'agences.
qui est dispersée dans énormément de pays. Et 85 pays, je c'est crois, le de rôle mémoire. principal d'abord des agences, finalement, de recueillir les besoins des pays ou des organisations locales pour ensuite les soumettre au siège. Et ensuite, après, il y a tout, bien évidemment, énormément de programmes et de projets. Ce sont plusieurs milliers de projets qui sont financés, bien sûr, puisque le premier rôle de l'AFD, bah, c'est un bailleur de fonds, donc c'est de proposer du Faut lui financement et mettre du la prêt. pression. Et je ne sais pas, effectivement, quels sont les types de partenariats avec make.org. Eh ben, on en parlera après, mais justement, Luc vient de se connecter. Luc Nimbassi, bonjour Luc. J'espère que tu nous entends et que tu vas bien. Tu es peut-être encore à Vivatech. Bon, écoute, Luc, on faisait un peu premier tour de table. Je te présente quand même, hein, donc, Luc Nimbassi, ça fait tu viens du Congo-Brazzaville, tu es le conseiller du Premier ministre sur tout ce qui est digital, le président aussi de Lausanne, et d'ailleurs, ton stand à Vivatech était celui de Lausanne, c'est la grande conférence annuelle du numérique au Congo. Donc, voilà, je me permets de te présenter de manière très macro, en espérant que tu vas pouvoir débrancher ton micro, même si j'ai l'impression que tu es dans un endroit un petit Oui. peu... Ah, désolé, Ah, voilà. désolé Jean-Michel. En fait, on est encore en sortie du salon et je m'étais posé pour faire la conférence là, mais on doit partir parce qu'il y a une idée. Merci à tous, merci encore pour cette opportunité de participer à ce panel. Alors, en fait, ça coupe beaucoup. J'avoue, je ne sais même pas si tu nous dis si tu peux rester ou pas. Est-ce Si je que... peux rester, mais je Ah, ne c'est sais pas bon. si ça passe. Là, c'est bon. C'est un peu mieux. Et Tout puis à dans la l'heure, présentation. la phrase précédente Ah, était un d'accord. peu coupée. Ah, d'accord. Donc, je m'excusais déjà pour. Je voulais être sur place, mais pas libéré. Parce que, mais en même temps, je me présentais, donc je pense que je disais que j'avais dit il y a quasiment tout. Euh, Ça coupe beaucoup. J'espère que tu pourras bouger un petit peu. Je ne sais pas où tu es. Si c'est le réseau de Vivatech. Et qu'on pourra Est-ce que là, t'entendre. vous m'entendez bien? Là, c'est bon. Ça coupe pas. Donc, j'espère que ça va rester comme ça. D'accord. Bon, mais on va peut-être continuer. Je vais me présenter juste et rien de plus de dire que j'étais. euh, Mais tant que tu as la parole, parce que j'aurais voulu qu'on commence à un petit état des lieux de tous les trois. Toi, par exemple, Luc, qui t'occupe bah, notamment, enfin, qui suit depuis des années le e-gouv dans ton pays, au Congo-Brazzaville, euh, quel est un peu ton état des lieux? Est-ce que le e-gouv, ça fait quand même des années qu'on en parle, 15, 20 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est des choses concrètes? Est-ce que c'est une réalité pour toi? Alors, dans ton pays, et puis tu peux aussi parler plus globalement en Afrique, bien entendu. Alors, mon avis, il est un peu mitigé. Il y a eu des grands efforts, des bonnes initiatives. On va dire qu'on a eu une grosse phase de sensibilisation qui a bien réussi, puisque quasiment les décideurs ont pour la plupart adhéré en tout cas, à l'idée qu'il fallait. Et aujourd'hui, on est confronté à une mise en œuvre qui n'est pas structurée, une mise en œuvre qui est un peu, il y a une dispersion entre ce qui est numérique pour le gouvernement, ce qui est stratégique, on appelait à l'époque business. Et donc, il y a comme une confusion quand on dit gov, les gens se limitent à faire des sites web, dématérialiser certains process qui sont pour la plupart que pour les finances et pas beaucoup d'autres interfaces. L'autre élément qu'on constate, c'est que l'arrivée, le progrès technologique sur l'IA, sur l'intelligence artificielle, le cyberespace, tout ce qui est progrès technologique, ne sont pas forcément pris en compte dans cette dynamique de modernisation de l'administration des services publics. Et donc, mais dans le même temps, il y a des choses qui se mettent en place. On voit avec la sécurité sociale, donc le suivi des fonctionnaires dans le domaine des finances. Mais est-ce qu'on appellerait ça IGOU? C'est une logique imposée par les corporations. Je parle de là, par exemple, quand on parle de finances, on a des banques centrales qui imposent une digitalisation de services, qui imposent par même l'automatisation des paiements, la gestion financière. Donc, c'est très, très mitigé et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de sensibilisation, mais surtout encadrer tout cela de telle sorte qu'on ait une vision claire et même de la définition du big of. Voilà, à mon avis,
il y a eu beaucoup de choses, mais beaucoup de, comment on dirait, dans un signal, beaucoup de bruit et très peu d'informations précises. Quelques initiatives comme ça, on peut identifier à gauche et à droite. D'accord, ouais, c'est très clair. Déjà, merci beaucoup. C'est très transparent et très honnête. Et je pense que c'est assez révélateur de, moi, de ce que je peux voir aussi dans, hélas, beaucoup de pays. Alicia, peut-être toujours dans cette première phase un petit peu des débroussaillards, peut-être préciser un peu plus concrètement, parce que je suis pas certain que tout le monde connaisse ces genres d'opérations que fait mec.org et en quoi, justement, ce qu'on appelle les civic tech. Je pense que c'est pas forcément euh, comment dire, le domaine dans les startups bien installés qu'on connaît le mieux et que notre auditoire découvre peut-être aujourd'hui. Alors avec grand plaisir et je rebondirai peut-être après sur ce que disait Luc Messindimbazi parce que je trouve ça vraiment très intéressant ce sujet de définir ce qu'est la IGOU et le sujet du fait que ce soit un petit peu mitigé, le fait de comprendre l'impact que ça peut avoir et la difficulté aussi de mettre en place ce genre de process. Ça peut être un peu la même chose qu'on voit à côté d'Ici Tech. Mais pour revenir du coup à ce que tu me demandais, Jean-Michel, donc je peux citer un exemple de ce qu'on fait. Nous, notre objectif, c'est vraiment de recréer du lien entre les citoyens et leurs institutions. Notre objectif, donc, c'est de renforcer la démocratie et notre théorie, c'est de dire pour ce faire, pour réussir à renforcer la démocratie, redonner de faire en sorte que l'action publique se remette en action pour le coup, on doit recréer du lien avec les citoyens et pour recréer du lien, il faut redonner sa place aux citoyens dans le débat démocratique. Et aujourd'hui, on a beaucoup de personnes, des citoyens qui n'utilisent pas leur voix alors qu'elles devraient utiliser leur voix pour prendre place à la co-construction de la politique publique, pour participer au débat. En fait, les gens, ils n'ont pas beaucoup de temps. On est face à un monde de plus en plus complexe. Bref, c'est un petit peu voilà, compliqué en tant que citoyen de prendre sa place. Les sujets sont complexes, techniques, etc. Donc nous, ce qu'on fait, c'est d'essayer de se recréer ce lien, notamment entre institutions et les citoyens, et aussi entre les citoyens entre eux. On parle beaucoup de la polarisation. L'idée, c'est quand même de recréer des espaces de discussion apaisés qui se tournent vers le consensus pour recréer de l'impact. Et donc, des exemples concrets de projets qu'on met en place. Ça peut être avec un ministère, je prends un ministère de l'économie en France qui a un projet de loi sur les influenceurs. En amont du projet de loi, en amont du travail technique et complexe qui va être fait par l'institution, le ministère travaille avec nous en amont pour créer une grande conversation collective en ligne où les gens vont pouvoir réagir sur ce potentiel projet de loi qui a été rédigé par Mecpor, qui a été re-rédigé pour être à la hauteur des citoyens, compréhensible et sur lequel les gens vont pouvoir commenter, voter et nourrir le projet de loi. Ça évite que quand on arrive au projet de loi, on passe à côté de signaux forts, de signaux faibles et qu'on ait du mal à mettre en œuvre la loi parce qu'elle n'a pas été légitimée par la parole citoyenne. Et donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va proposer différents types de plateformes. Donc là, par exemple, dans le cadre du travail avec un ministère, c'est une plateforme qu'on appelle Dialogue. Donc on va mettre à disposition la plateforme, on va créer l'expérience utilisateur à hauteur des citoyens qui permet réellement à des citoyens qui sont même très éloignés du digital quand même de participer. C'est un vrai choix design très fort qui doit être pris par les civic tech. Et on va pas faire que ça, on va également prendre notre part de responsabilité pour aller chercher les citoyens pour qu'ils viennent participer. Donc ça, c'est vraiment les deux éléments clés qui amènent un processus participatif qui a du succès, c'est créer les conditions de la massivité, de la diversité et de l'engagement. Et donc ça passe par investir de l'argent pour aller chercher les citoyens pour qu'ils puissent venir participer. Et ça passe également par créer un espace très simple d'accès avec, là je disais, des projets qui ont été rédigés, mais ça peut être une grande question ouverte qu'on va poser pour que les gens puissent venir faire des propositions. Donc, co-construction de projets de loi. On a pu aussi travailler au niveau européen, hein, puisque la plateforme, elle est multilingue. Elle permet de faire dialoguer des Allemands avec des Français, des Espagnols. Enfin, en Afrique aussi, on a des projets. Et donc là, ça peut être un projet qu'on a fait en amont des élections européennes, où on a interrogé des centaines de millions d'Européens autour de la question, quelles sont vos priorités pour l'Europe de demain? Et là, on arrive avec des dizaines de milliers de propositions
Et la technologie va permettre de comprendre où sont les consensus, quel est l'agenda citoyen, et on va pouvoir aller ensuite voir l'institution et co-construire avec elle le débat, et une nouvelle fois un débat apaisé. Donc voilà quelques exemples de ce qu'on fait. Une nouvelle fois, renforcer la démocratie en utilisant la technologie avec une théorie du changement qui se base sur la massivité et la diversité pour avoir vraiment de la légitimité dans le process et également le consensus. On va chercher le consensus. On est dans une société où on parle beaucoup des controverses. On se nourrit de la polarisation, on se nourrit des controverses. Mais il existe des grands espaces de consensus sur lesquels on peut créer de l'impact et réactiver l'action publique. Et nous, c'est ce qu'on fait chez Make Pour Work. Très clair, très très clair, merci beaucoup. Alors l'AFD, je pense que tout le monde connaît, Thierry, mais spécifiquement dans ce domaine autour du e-gov, voire des civic tech, vous avez aussi tout le programme participation citoyenne à l'AFD. Voilà, quelle est un peu aujourd'hui votre position par rapport à ces sujets, entre guillemets, de gouvernance électronique? Alors, donc, comme je le disais, il y a à la fois, il peut y avoir donc le lancement de plateformes sur des temps donnés euh, sur le site de l'AFD où il va y avoir des participations citoyennes, donc où les porteurs de projets peuvent soumettre des projets, des initiatives. Et comme je le disais, il y a un système de notation où en fait les citoyens vont eux-mêmes noter les initiatives, c'est ce qui va les faire remonter et qui nous permet ensuite de les étudier, de contacter les porteurs de ces projets et puis ensuite de voir dans quel dispositif et dans quelle mesure on peut les soutenir. Je reparlerai un peu du e après. Et ensuite, il y a les projets où on va soutenir des organisations qui, eux, vont permettre aux citoyens d'avoir la parole. Par exemple, il y a Canal France International qui est soutenu par l'AFD, qui est plus connu sous son acronyme qui est CFI, et qui va, dans plein de pays d'Afrique, permettre de déployer là aussi des outils qui sont quasiment systématiquement sous la forme de pages créées dans des réseaux sociaux, par exemple une page sur Facebook, ou alors de plateformes dédiées qui vont permettre de communiquer auprès de la jeunesse, auprès des citoyens, partager des plateformes qui luttent contre la désinformation, contre les fake news, contre toutes ces choses. Et qui va permettre à des citoyens aussi de participer à des actions qui vont être mises en avant dans la presse pour raconter leur quotidien, raconter ce qu'il se passe dans le pays, etc. Donc ça, c'est vraiment des projets qui sont soutenus via ce qu'on appelle des opérateurs locaux dans les pays ou des opérateurs beaucoup plus globaux qui ensuite vont diffuser avec des programmes spécifiques dans les pays pour qu'effectivement aussi la voix de la presse puisse être respectée dans différents pays. Sinon, il y a aussi beaucoup d'initiatives qui sont portées spécifiquement dans des régions. Par exemple, il y a un projet qui a été lancé en 2018 de renforcement de la démocratie locale au Bénin avec le CIDR. Et là, c'est un pur projet Civic Tech dans lequel plusieurs communes, en fait, vont pouvoir utiliser des plateformes de consultation citoyenne, un petit peu dans le même cadre technique que la première que je décrivais, pour pouvoir, par exemple, proposer des budgets participatifs en ligne, le suivi d'initiatives de projets qu'ils peuvent monter en coopérative, ou alors des choses qui sont réellement liées à l'administration, comme par exemple gérer des plaintes, gérer des problématiques qui sont rencontrées localement, signaler aussi, signaler des dysfonctionnements. Donc là, il y a beaucoup de projets. Par exemple, il y a un projet qui a été monté en Afrique de l'Est, en Ouganda et au Rwanda, qui est l'équivalent un petit peu de ce que certaines personnes peuvent connaître à Paris, qui est dans ma rue, mais un peu d'autres plateformes ont le même type d'usage, où vous pouvez signaler, via ces plateformes que j'appelle citoyennes, hein, des dysfonctionnements. Donc ça peut être des accidents, des incivilités, des déchets sur la voie publique, des lumières qui posent problème, ou quoi que ce soit de type de choses. Et en fait, c'est des liens forts entre les États ou les communes ou les services publics pour leur demander d'intervenir. Enfin, pour moi aussi dans ce cadre, et que tu avais évoqué au tout début, Jean-Michel, bah, les plateformes de services publics, de e-gov, qui vont, enfin pour moi, qui révolutionnent réellement hein, les usages dans de nombreux pays. Alors, ça fait un petit peu le grand écart selon les pays
et selon l'état d'avancement de ces plateformes et aussi de la protection des données des utilisateurs, parce que ça c'est un vrai sujet hein, dans les Mm. plateformes, bah, ça va permettre bien évidemment de déclarer son foncier, ça va permettre de piloter son entreprise, de déclarer ses impôts, de payer ses factures, et ça c'est tout le volet e-gov qui apporte un service public massif. Et est-ce qu'on peut dire que c'est des plateformes citoyennes ou de civic tech? Je ne pense pas, mais c'est vraiment des stratégies de e-gov. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça fait un lien direct en apportant un service et un lien très fort et très puissant entre les États et au final les citoyens qui ont des besoins réels et qui souvent se plaignent des lenteurs ou des contraintes administratives et du coût que cela peut engendrer, hein. On le sait tous et si on ne le sait pas, je vais le dire, bah, des citoyens vont faire 2, 3 jours de transport en commun pour aller dans la capitale, pour faire un passeport, pour faire un visa, pour faire une déclaration de titre de propriété pour faire son nouveau papier de déclaration d'entreprise ou un justificatif, etc. Donc ça, c'est du déplacement, c'est du temps, c'est de l'argent. Et quand on peut le faire avec une plateforme numérique ou auprès d'un tiers-lieu du numérique ou d'un hub du numérique ou d'un service public, c'est-à-dire qui a pignon sur rue ou dans un bâtiment, et avec un accompagnement et avec une personne qui va vous permettre de dire, bah voilà, on va faire ta déclaration d'impôt, on va déclarer ton nouveau bien que tu as acheté pour que tu aies tous les justificatifs et que tu ne puisses pas te faire spolier ton bien, ça, je pense que quelque part, c'est un outil citoyen qui est indispensable, quoi. Ouais. Ouais, tout à fait. Mais justement, pour l'instant, vous nous décrivez tous des choses, bon, sauf Luc qui était un petit peu plus pessimiste. Mais quels sont aujourd'hui les freins rencontrés? Luc, dans les pays africains, il y a quand même toujours, même si on a d'énormes progrès, la question de connectivité. Tous les citoyens n'ont pas encore, parce que du digital sans accès, c'est compliqué, hein. Et on sait qu'il y a quand même encore aujourd'hui un quart des Africains qui n'ont pas du tout de connexion facile à Internet. Donc ça reste beaucoup de progrès, mais ça reste le continent le moins connecté. Euh, Petit changement de vidéo là. Et puis par ailleurs, dans les sujets aujourd'hui, par exemple portés par la Banque mondiale, il y a tout ce qui est l'affordabilité des devices, donc le fait qu'il faut aussi que les citoyens aient des terminaux qui permettent d'avoir accès à ces nouveaux services, notamment de eGov. Est-ce que tout ça, c'est pas encore des vrais freins au développement de tout ce qui est eGov ou Civic Tech en Afrique? Bon, bah, je vais passer à Thierry. J'espère qu'il va pouvoir se reconnecter. Euh, et pourtant, encore une fois, il est en France, hein. On ne peut pas dire que c'est la connectivité locale qui pose un problème. Mais en tout cas, pour avoir fait des études hein, récemment, en dehors des questions de connectivité, il y a aussi de plus en plus effectivement le sujet de pouvoir avoir accès à des terminaux, et enfin des PC, hein, mais plutôt des téléphones, des features smartphones, des smartphones, qui permettent aux citoyens d'avoir des accès. Ça fait partie des sujets aussi aujourd'hui encore de blocage. Thierry, peut-être, je sais que tu es quelqu'un qui est très sensible à la question d'éducation, de par ton parcours et de par tes centres d'intérêt. Est-ce qu'il y a aussi, quand on parle de e-gov, un véritable enjeu, à aussi que les citoyens savent utiliser ces outils? C'est-à-dire qu'il y a effectivement, il faut avoir les accès, il faut avoir les bons devices, c'est déjà les premiers éléments. Il y a aussi la question de savoir les utiliser. Est-ce que ça risque pas d'avoir une double peine où ceux qui n'y arrivent pas sont aussi ceux qui sont peut-être plus éloignés ou des services publics, et je parle même pas Oui. des sujets civiques. Donc là, tu parles pour le volet Afrique ou de Oui, manière... Bon. Alors, ce qu'on voit, c'est que, bon, tu le sais, je pense que beaucoup de nos auditeurs le savent, l'Afrique a été très early adopter finalement sur la téléphonie mobile avec l'essor du mobile money, etc. Donc, on va pas redessiner ce tableau assez stupéfiant. Voilà, il y a plus de cartes SIM, je crois qu'en Europe, en Afrique, il y a des multi-SIM. Le téléphone est très démocratisé. Par contre, oui, effectivement, et ça, je pense que c'est pour ça que je parlais de l'Afrique ou d'un mode global. Je pense que l'apprentissage de l'usage, que ce soit des plateformes qui souvent sont propulsées via les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux vont vous proposer des services de Civic Tech, en vous disant connectez-vous là, participez, etc. C'est là où quelque part le marketing ou la mise en ligne et la proposition de services va se faire. Bah, on a beaucoup effectivement de personnes qui utilisent très mal les réseaux sociaux ou plus ou moins mal le téléphone et avec effectivement une espèce de double peine, voire de triple peine, et ben pour ces téléphones dans des régions plus isolées, plus rurales, ou qui sont victimes de ce qu'on appelle les délestages électriques en Afrique et dans beaucoup de pays, et là ça reste très courant, et ben effectivement le crédit
téléphonique, c'est-à-dire ce qu'on achète parce qu'on n'est pas abonné mensuellement, mais on recharge son téléphone en payant du crédit, eh ben, il est souvent très cher. Mais encore une fois, c'est très hétérogène selon les pays. Donc ça, déjà, ça coûte cher. En plus, bien évidemment, il faut recharger son téléphone pour y avoir accès. Et en plus, le type de support, donc le device. Les smartphones hein, percent et de plus en plus sont bien évidemment de plus en plus abordables. Mais effectivement, l'expérience utilisateur, hein, l'UX sur ces téléphones, elle peut être légèrement dégradée. Donc, pour répondre très concrètement, bien évidemment, c'est un frein. Malgré tout, encore une fois, on voit en Afrique des systèmes plus ou moins innovants qui se démocratisent énormément. Par exemple, on voit que dans des milieux ruraux, eh ben, on a un responsable qui sait manier ses outils et qui va dire, bah voilà, de 16 heures à 18 heures tous les jours, sur tel endroit, telle place, dans tel cybercafé, je vous aide à faire vos démarches, je vous aide à vous connecter, je vous aide à comprendre, etc. Ça devient un peu des espèces de référents numériques, un petit peu ce qu'on devrait avoir un peu plus dans les campagnes d'ailleurs de beaucoup de pays européens, où les gens vont. Donc il y a cette solution, et moi j'ai été très surpris de la voir dans de nombreux pays, avec des personnes qui accèdent à ces plateformes pour régler des factures, pour partager des documents, pour gérer des solutions finalement administratives. Alors encore une fois, la frontière est poreuse entre Civic Tech et eGov et administration en ligne, mais finalement il y a beaucoup de solutions et l'usage du téléphone est bien évidemment plébiscité, ça c'est sûr. D'ailleurs, on voit un peu les cybercafés qui disparaissent, ça devient plus des référents qui sont d'ailleurs souvent connectés avec des tablettes. De moins en moins, je vois de moins en moins de laptops finalement ou d'ordinateurs traditionnels, c'est-à-dire avec des tours. C'est de plus en plus des tablettes parce que l'ergonomie est meilleure, bien sûr, la taille de l'écran, et Mhm. c'est assez pratique pour faire ce genre de tâches. Donc en fait, il y a de plus en plus de systèmes de référents. Et puis, les grandes plateformes, je finis là-dessus, ont bien évidemment compris que même si elles développent des vrais outils de eGov, je prends l'exemple du Rwanda avec le Rwanda Development Board et la plateforme Irembo, ben, ils ont gardé des emplacements physiques dans de nombreux bâtiments et dans des buildings quand c'est possible, notamment à Kigali bien sûr, où on va répondre à votre besoin et en plus avec, si vous venez, vous prenez un ticket et on vous répond à votre problème ou on vous donne un rendez-vous pour une solution en moins de 30 minutes. Et ça, je l'ai vu, je l'ai même essayé une fois pour faire un visa. Donc en fait, l'important, c'est de pas lâcher les gens qui sont déconnectés du numérique ou qui n'en comprennent pas l'usage ou qui ne sont pas équipés et de toujours physiquement, si c'est possible bien évidemment, leur proposer une solution de service humain. Merci Thierry. Luc, tu peux parler ou toujours pas? Oui, je peux. Ah, C'est un peu coupé, mais je peux parler bien sûr. Euh, euh, alors, je ne sais pas s'il y avait, je sais pas trop bien su, s'il y avait des discussions parce que j'avoue que je suis je suis un désolé, peu Luc, nous, déconnecté. on t'entend vraiment très 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 mal. C'est très coupé là, c'est très haché. Je disais tout à l'heure, est-ce que là vous m'entendez très bien? Là, c'est bien, là, c'est bon. Oui. Je disais, j'avais pas trop bien compris la question laquelle tu peux relancer. Ma question était de savoir si c'est très bien de parler de Higou, etc., mais est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a quand même pas encore des freins à l'accès à ces services pour le citoyen lambda parce qu'il n'a pas forcément le bon device, le bon terminal, voire dans certaines régions, la bonne connectivité. Est-ce qu'avant même d'avoir la super plateforme, y compris de Civic Tech, est-ce que la question numéro un, c'est pas juste, il y a encore des problématiques et ce qu'on voyait aussi de plus en plus au niveau des financements de la Banque mondiale, c'est plus tant sur la connectivité même les réseaux, mais même l'accessibilité à des terminaux, ne serait-ce que terminaux mobiles dont parlait Thierry tout à l'heure, si tu m'as Bah, entendu. oui, mais c'est ce que en fait, la question c'était, est-ce qu'on pense que est-ce que, comment je vais dire ça, que l'absence de e-gov est due à un manque de device, d'équipement, ou on pense qu'il y a d'autres freins? Et moi, je pense que le device aujourd'hui n'est le principal problème. Il est aussi, on va dire, dans la compréhension et même parfois, je vais abuser, mais dans la crainte de certains dirigeants d'avoir des beaucoup se disent ben, c'est beaucoup d'insécurité, c'est beaucoup d'informations non contrôlées. Donc le sujet n'est pas vraiment que du device. Il y a des endroits D'accord. où il en manque
service universel. Quand on apporte la collectivité, on a compris qu'il faut aussi apporter des équipements, qu'il faut aussi apporter des devices, et on le fait facilement, on n'a pas trop de problèmes. Le, un peu trop parfois de devices, d'ordinateurs offerts à gauche et à droite, qui ne sont pas utilisés à... Hmm. Donc toi, tu penses, ah, tu es coupé là, mais c'est super intéressant ce que tu as dit. J'espère que tu vas revenir. D'ailleurs, c'est très bien. C'était limite la question que voulais poser à Alicia. Le Quelques, principal frein, c'est dans la ouais, mise qui sont très bien étudiés, mais quand on arrive à la mise en œuvre, les gouvernements ne les appliquent pas. Et ils passent à appliquer là où il y a des opportunités, même la Banque mondiale parfois finance des choses qui ne sont pas forcément dans les stratégies. Donc, dommage, j'ai quelques coupures. Il y a beaucoup de, de demandes de connexion à Du Vivatech. monde là. Ah, il y a du monde. Non mais désolé là, Luc, tu es coupé, on t'entend plus. Mais c'était super puis, intéressant des effectivement. freins, par exemple, quand vous avez des voitures, des départements encore équipés, et la difficulté n'est pas technologique. Ce que je veux dire, voilà, la difficulté du e-gov, si on peut parler de ça, n'est pas technologique. Elle n'est pas au niveau de C'est très clair. Je suis désolé parce que ça coupe beaucoup. On a des problèmes technologiques ici, mais pas pour le Higo. Et en fait, la pointe de luxe, c'est la question que je voulais te poser, Alicia, c'est que effectivement, est-ce que là, un nouveau frein pour euh, vous que vous faites, organisationnelle et de... Pardon. non, c'était très coupé, Luc. Je suis désolé, on a raté les 30 dernières secondes, mais on a très bien compris ton message, qui était de dire que c'est pas une question de techno, de connectivité ou de device, mais aussi de mise en œuvre et de volonté politique, pour être clair, de mettre en œuvre ces solutions. J'essaye de résumer ta pensée Ouais, moi qui je malheureusement peux. Ouais, c'est dommage parce que c'est super intéressant ce que dit Luc. Mais oui, je vais rebondir dessus parce que sur la partie Civic Tech, Tout est bon au euh, niveau de la connectivité, des culturelles, organisationnelles, décisions politiques. d'accord. Non, c'est très clair, on a compris, Luc. Merci. Alicia, pardon. Euh, il y a un sujet effectivement qui est clé pour qu'un processus de démocratie participative soit une réussite. C'est la sincérité dans la démarche et notamment dans le contrat qui est passé entre le citoyen et l'institution. C'est-à-dire que il peut y avoir parfois aussi soit une incompréhension, soit sur ce qu'est les processus participatifs, notamment sur l'engagement qu'on prend quand on est un gouvernement, un ministère, une institution, quand on fait une démarche de démocratie participative. Donc il y a vraiment un sujet que l'objet n'est pas de la démocratie directe. Parfois, les gouvernements et les institutions ne veulent pas mettre en place de démocratie participative parce qu'ils ont peur que ce soit les citoyens qui décident pour eux. En fait, c'est pas du tout ça. On n'est pas dans le résultat du processus va être ce que doit mettre en place le politique. Le résultat du processus, c'est une reconnexion entre les citoyens et les institutions, c'est un dialogue qui est mis en place. Ensuite, c'est aux politiques de décider si oui ou non, sur les priorités qui sont proposées par les citoyens, il veut mettre en place des choses ou en tout cas, ou mettre ce qu'on lui demande quand il lance un processus participatif à l'institution, au ministère, au gouvernement, c'est de répondre à la fin sur ce qu'il va faire de ce processus. Et ça, il doit le dire dès le début, c'est-à-dire qu'il doit être très clair sur le fait qu'il va donner une réponse. Et la réponse, si imaginons à la fin, vous avez 10 priorités, vous êtes le maire d'une commune, vous avez engagé un processus participatif sur quelles sont les priorités de la ville, sur la partie, sur tel ou tel sujet, transport, voilà. Quelles sont les priorités de la ville sur les transports? Il va y avoir 10 grands sujets qui vont ressortir. Ce qui arrive très souvent, c'est qu'il y a trois sujets sur lesquels la mairie dit, bah, en fait, pour nous, c'est pas une priorité, ça coûte trop cher, on l'a déjà testé, c'est pas, voilà, on veut pas le faire. Et ça, c'est une réponse. Et les citoyens, quand dès le départ, le contrat est clair, il n'y a pas de souci pour dire aux citoyens à la fin, ça, on ne mettra pas en place. Souvent, dans les 10, il y a trois ou quatre mesures où la mairie, elle dit, ça, c'est très intéressant. D'ailleurs, on va faire une démarche supplémentaire d'intelligence collective, ou peut-être que là, on a ouvert à beaucoup de gens, et là, on va peut-être aller avec une rencontre en physique pour creuser les projets et discuter ensemble. Et puis, sur les 10, il peut y en avoir trois, souvent c'est ce qui arrive,
qui sont déjà en train d'être mis en œuvre. Sauf que le grand public n'était pas au courant. Donc il y a un sujet de communication et à la mairie qui dit, ah bah c'est super, ça fait partie de vos priorités. Il s'avère qu'on est déjà en train de mettre en place quelque chose, qu'on a déjà mis en place quelque chose et que ça existe. Et donc c'est ça la démocratie participative. C'est pas la démocratie directe, c'est la possibilité de créer un dialogue. Mais il faut que le contrat soit clair. Si dès le départ vous dites vous pensez que c'est une opération de communication et vous répondez pas point par point aux différents sujets, vous êtes à côté. Si dès le départ vous avez peur de le mettre en place parce que vous pensez que vous allez devoir mot pour mot mettre en place l'agenda proposé par les citoyens, vous avez peur, vous ne mettez pas en place. Mais c'est pas une politique. Chacun a son rôle, chacun doit mettre en place. Voilà. Et la démocratie participative, elle est là pour renforcer la démocratie, elle n'est pas là pour la remplacer. C'est vraiment un élément qui doit, une nouvelle fois, réactiver l'action publique. Et du côté des citoyens, il n'y a pas des craintes de dire, ah là là, mais c'est en fait Make.org, pour exemple, hein, c'est Big Brother, ils vont voir toutes les datas sur moi, ils vont savoir ce que je pense. Il n'y a pas des appréhensions à ce niveau-là? Alors, ça dépend des nationalités des gens. En France, on n'a pas trop de soucis. En Allemagne, les Allemands sont, par exemple, sont beaucoup plus attentifs à la manière dont on va récupérer la donnée. La plupart du temps, on considère les citoyens, quand on lance des démarches participatives, considère plutôt MakePower comme le tiers de confiance. Au contraire, le fait que MakePower soit dans le processus participatif Ça, c'est nouveau. donne plus de légitimité et de poids au fait qu'à la fin, l'institution, en tout cas celui qui a la personne qui a lancé le processus, va potentiellement voilà, s'engager pour le mettre en œuvre. Ensuite, nous, ce qu'on va faire et ce en quoi on s'engage et ce qui est hyper important pour nous, c'est d'avoir la confiance des citoyens. Donc, on va mettre en place des processus réguliers, des cycles participatifs et on va faire en sorte de garder cette confiance. Et pour garder cette confiance, on va être par exemple très attentif à la donnée qu'on récolte. On va récolter le minimum nécessaire pour que le processus soit légitime. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte qu'il n'y ait pas de barrière à la participation avec une création de compte qui dure des heures et qui va faire qu'à la fin, enfin des heures, je caricature, mais essayer de créer un compte sur le site de la Commission européenne pour participer à une démarche participative et donc créer un EU login, ça prend 10 minutes. Donc, enfin, très peu de gens sont capables de faire ça. Donc, nous, déjà, on fait vraiment baisser les barrières à l'entrée et ensuite, on va chercher le minimum d'informations. Donc, ça va être un email pour pouvoir recontacter si vous faites une proposition, un nom, un prénom, un âge. Et après, de manière random, on va essayer de récupérer un certain nombre d'informations, mais pas associées à une personne pour pouvoir analyser la donnée et dire, voilà, on a bien un équilibre représentatif, on a bien des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, des gens qui viennent de la ville, qui viennent de la campagne ou des gens qui font partie du spectre politique. Donc, on a beaucoup, beaucoup d'informations, mais on les récupère pas de manière individuelle et on essaye vraiment de préserver la confiance des citoyens. Là où la confiance, elle se brise, c'est si vous commencez un processus participatif et que vous ne donnez pas de réponse à la fin. Il faut que le contrat il soit clair, il faut qu'il y ait une réponse. À partir du moment où il y a ça, c'est très efficace. Qui sont vos clients, entre guillemets, si je peux utiliser le mot? C'est les collectivités locales, les ministères, les associations. Et est-ce que tu nous as dit que tu commences à avoir quelques projets en Afrique? Est-ce que c'est les mêmes clients en Afrique qu'en Europe? Alors aujourd'hui, nos clients, donc c'est les ministères, que ce soit en France, en Allemagne ou dans d'autres pays. Parce qu'ils ont besoin, comme je disais tout à l'heure, de co-construire un projet de loi ou de co-construire une politique publique. En fait, on est à tous les niveaux. On est au niveau plutôt local. Alors nous, on est plutôt très bon quand il y a plus de 100 000 personnes dans la pièce, quoi. Parce que nos méthodes, nos algorithmes et la recherche du consensus se fait à partir du moment où on arrive à avoir pas mal de gens autour de la table virtuelle. Donc, au niveau des villes de plus de 80 000, 100 000 habitants, en France, en Allemagne, en Europe. Au niveau des ministères, on travaille aussi beaucoup avec les institutions européennes, puisqu'on a un vrai enjeu de réussir à avoir des processus participatifs beaucoup plus larges. Et par rapport à l'Afrique, on est encore très peu implanté en Afrique. Aujourd'hui, on a un projet, une discussion de projet avec le Parlement panafricain, qui est l'Assemblée consultative de l'Union africaine. Et on est en train de réfléchir avec eux à un grand projet
de consultation auprès des 55 pays qui font partie de cette Union africaine. On toucherait plutôt les jeunes et on leur poserait la question de leurs priorités sur l'avenir de l'Afrique. L'idée, c'est vraiment que les citoyens, les jeunes, dans ce cas-là, c'est les jeunes Africains, reprennent le pouvoir sur sur leur voix et sur l'impact qu'ils peuvent avoir sur l'avenir, sur leur avenir et sur la société. Donc nous, on crée vraiment de la mobilisation. On n'est pas dans une photographie uniquement à l'instant T, on n'est pas sur une prise de sonde comme un sondage, on est vraiment dans cette prise de conscience collective que notre voix a un poids et qu'on peut en faire quelque chose. D'accord, intéressant. Bah, en plus, si vous faites quelque chose au niveau de l'Union africaine, vous touchez tous les pays africains, Alors, bravo. c'est un projet et j'aimerais vraiment que ça aille Ah, au c'est bout. pas Et c'est l'espoir. toujours des... et je reviens aussi sur ce que disait Thierry tout à l'heure sur l'hybride. C'est-à-dire que moi, là, je suis en train beaucoup de vous parler du digital. Je raconte à quel point le digital permet vraiment des mises à l'échelle. Le digital permet vraiment d'aller chercher, voilà, au niveau de la France, on est allé chercher plus d'1 million de participants à certaines de nos initiatives. Par contre, je crois beaucoup à l'hybride. Thierry parlait tout à l'heure de comment, à un moment donné, il faut avoir des relais sur le terrain. C'est-à-dire que moi, quand j'imagine un processus participatif, la technologie et le digital me permet d'aller chercher la massivité et la diversité comme jamais. C'est vrai que c'est une opportunité incroyable qui permet d'avoir autour de la table des millions de personnes, d'aller chercher ce qu'on appelle, nous, la majorité silencieuse qui n'ose pas s'exprimer et qui, quand on les ramène dans nos espaces participatifs, trouvent un espace de débat apaisé sur lequel ils se sentent légitimes à participer. Par contre, il y a des gens, il y a des personnes, beaucoup, qui n'ont pas accès au digital ou qui sont pas complètement à l'aise, même si on crée, une nouvelle fois, Thierry, tu parlais des expériences utilisateurs, ça me fait plaisir parce qu'il faut vraiment penser aux interfaces. Et c'est possible d'avoir des interfaces très simples, accessibles, pas seulement sur des devices qui n'ont pas beaucoup de connectivité, mais aussi aux personnes en situation de handicap. Donc nous, on pense à ça, mais il faut quand même compléter avec du terrain. Donc moi, je crois beaucoup à l'hybride. Je crois beaucoup au fait qu'à un moment donné, il faut aller chercher des millions de personnes comme nous, on le fait, pour aller chercher un peu ce qu'ils ont dans l'estomac, le reprendre, faire en sorte qu'ils reprennent le pouvoir. Mais aussi, il faut aussi de l'humain, des gens dans une pièce. Alors là, c'est plus petit, ça peut être 120 personnes dans le cadre d'une assemblée citoyenne, mais je crois beaucoup en ce mix entre l'hybride et le digital. Et là, on commence à voir des stratégies, parce que c'est des stratégies, c'est un métier, des stratégies participatives qui multiplient l'impact. Ouais, super intéressant. Thierry, comment on construit tout un écosystème autour de ce développement de tout ce qui est e Civic Tech? C'est le rôle, ça peut être aussi un AFD qui peut être un chef d'orchestre autour de ce genre d'activité, en jouant avec bah, les acteurs. Alors, ça peut être des startups, ça peut être les acteurs institutionnels, etc. Alors, tu sais que dans le groupe AFD, il y a Expertise France, qui va du coup faire vraiment des activités de conseil et d'accompagnement et avec des expertises métiers très spécifiques pour justement créer et ou développer, soutenir ces écosystèmes et ces plateformes. Après, il y a Proparco qui va vraiment s'adresser au secteur privé, et puis il y a l'AFD qui sera la banque de développement, le bailleur du développement. Et ensuite, il y a des écosystèmes plus dédiés au numérique, comme Digital Africa, par exemple, qui est aussi très présent sur Vivatech. Donc, il va y avoir dans l'écosystème de nombreux acteurs qui peuvent intervenir à certains moments et avec certains acteurs. Euh, donc, du coup, ce qui me semble effectivement capital, c'est de pas prendre de risques, de travailler effectivement conjointement avec un bon équilibre, et c'est ce qui vient d'être évoqué sur ces plateformes, parce que c'est souvent des plateformes entre l'humain, l'outil numérique, la donnée et bien évidemment ce que j'appelle l'opérateur, la structure porteuse du dispositif et du projet, qui peut être l'État. Et c'est là où effectivement ça devient très compliqué. Il faut bien évidemment en amont avoir une véritable stratégie et se dire on veut aboutir à quoi? C'est-à-dire cette consultation citoyenne. Vous parliez de loi, je parlais aussi de soutien aux personnes pour leur donner la parole dans certains pays pour qu'ils puissent s'exprimer et avoir une liberté d'expression sur certains thèmes. On parle aussi maintenant de vote électronique, hein, même de vote pour les élections, hein, municipales, gouvernementales ou d'autres. Ça se fait de plus en plus. Donc c'est des sujets qui sont à la fois plébiscités et qui en même temps inquiètent énormément. Et puis pour moi, il y a quelque chose de fondamental au-delà de l'adéquation avec l'humain
dans ce genre de dispositif, c'est-à-dire est-ce que je peux m'adresser à quelqu'un qui peut m'aider, qui peut me permettre de comprendre, aller à des réunions, comprendre comment ça fonctionne. Il y a aussi l'animation humaine de ces plateformes. C'est-à-dire que quand c'est des outils full numériques, qui sont mis à disposition avec juste des chatbots et qu'en fait, il n'y a aucune interaction avec quelqu'un, là, ça pose souvent de sérieux problèmes. Ça a beaucoup d'effets déceptifs. Vous le savez plus ou moins, je sais toi, Jean-Michel, particulièrement, notamment en Afrique, avec le nombre de langues. On est dans un écosystème absolument tentaculaire. Donc les personnes vont dire, mais moi, je comprends pas les réponses qui sont proposées. Finalement, là, je viens d'y passer une demi-heure, trois quarts d'heure. Alicia, vous parliez aussi de se créer un compte. Est-ce que je peux simplement via Facebook, sans me faire piquer mon compte Facebook, me connecter à l'application et répondre au sondage ou participer et donner mon avis? Et puis, l'humain, comment il va animer cet écosystème? Est-ce qu'on va me répondre? Est-ce que je vais avoir un suivi? Est-ce que dans 6 mois, on va relancer cette consultation en réaménageant la proposition ou la loi ou la modification des budgets, comme je l'expliquais par exemple pour le Bénin, sur le projet qui est porté par l'AFD au Bénin? Et du coup, comment effectivement ça va être vraiment animé? Et là, on voit qu'il y a quand même beaucoup de plateformes qui, au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, sont plus ou moins opérationnelles, plus ou moins mises à jour et qualitatives. Mises à jour au niveau des données, c'est-à-dire au niveau des nouvelles consultations qui sont proposées, comment on y retrouve son historique, on a voté pour quoi, on a soutenu quoi et qu'est-ce que c'est devenu. Et ça aussi, quand on n'a pas de nouvelles ou quand on n'a pas d'historique des données, c'est très déceptif. Et qu'est-ce qui est proposé? Et ensuite, quand je parle de mise à jour, là au niveau des contenus, les mises à jour de la plateforme, qui font qu'elle reste agréable, ce qu'on appelle un peu dans les termes anglophones user-friendly. Est-ce qu'elle est bien mise à jour? Est-ce qu'elle est ergonomique? Est-ce qu'elle s'adapte toujours à les différents types de navigateurs? Et bien évidemment, pour conclure un peu sur le sujet, dans l'écosystème africain, est-ce qu'on a une version qui consomme pas trop de données quand on l'utilise, c'est-à-dire une version non pas low cost, mais avec des images resizées, moins lourdes, moins de vidéos. Donc, comme on a besoin de tutos pour comprendre comment ça fonctionne, bah, parfois un tuto avec des signes ou des gestes ou des systèmes un peu plus sous forme de pictogrammes peuvent être très pratiques. Mais si vous devez être propulsé sur YouTube, charger une vidéo hyper lourde, la consulter et qu'en fait ça va vous coûter encore 2000 francs CFA ou je ne sais pas combien de shillings ougandais pour consulter, bah, finalement vous décrochez. Donc ça revient un peu à ces freins. Il faut vraiment que ça reste accessible, très pratique, très utile et que ce soit vraiment mis à jour au niveau de la plateforme, au niveau des contenus, donc bien piloté par une équipe opérationnelle humaine. C'est vraiment la clé de ces plateformes. C'est l'humain au centre de ces dispositifs numériques et comme je le dis toujours, du numérique pour les humains et pas l'inverse. Exactement. Je remarque que nos amis du Luciane qui sont au siège nous font la remarque. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les utiliser dans le Q&A. Posez vos questions. Alors pour ceux qui reverront la version sur YouTube en différé, pas possible. C'est juste pour ceux qui sont en direct, il faut bien avoir un petit avantage. Luc, si tu nous entends, et après j'ai encore deux, trois questions, et après on passera la main au public s'il y a des questions. Comment, dans Oui, cette construction d'un ensemble de civic tech à l'africaine, est-ce qu'il y a des spécificités dont il faut tenir compte? Finalement, est-ce que c'est du copier-coller de ce qui se passe en Europe, aux États-Unis, ou dans tout ce que, par exemple, toi, tu fais mettre en place ou que tu suis, il y a vraiment des spécificités dont il faut tenir compte. Thierry a évoqué la question des langues, par exemple. Est-ce qu'il y a d'autres spécificités africaines qui sont absolument importantes et sensibles à avoir en tête? Voilà. excusez-moi. Là, vous m'entendez? Très Non, bien, je impeccable. disais que moi, je suis très content d'entendre Alicia et Thierry parce que, en fait, euh, ils disent quasiment les choses que l'on vit, c'est vrai. Je suis totalement d'accord avec cela. Technologique, forcément, ce n'est pas un pro citoyen et l'administration, mais tout ça est vrai. Par contre, est fait à échelle très, une petite échelle au niveau africain, dans certains pays, et ça varie d'un pays à l'autre. L'exemple du Bénin qui va. Impondérable du direct, hein, comme on dit. Mais d'ailleurs, le sujet de la mise à l'échelle, Thierry, c'est un de tes sujets, je crois. Il y a des sujets de l'AFD de Oui, se dire comment ces sujets-là les mettre à Peut-être l'échelle. mettre un chatbot, mais qui va pas mettre à jour l'éthique numérique, qu'on reconnaît les faiblesses. Cela ne veut pas dire que, comme je le disais tout à l'heure, qu'il n'y a pas de problème de connectivité, qu'il n'y a pas de problème de suffisance de débit de technologie, mais pour réussir aujourd'hui
Bon, tu veux peut-être que j'enchaîne un petit peu avec le passage à Bah oui, oui, l'échelle? c'est pas ça que j'allais faire, parce qu'en fait, il a ouvert un Tu... sujet qui est un vrai bon sujet. Je sais que c'est un Ensemble, des sujets aller d'ailleurs. implanter une antenne de 5G ou poser un transformateur d'électricité dans un village. On va vous dire, bon là, c'est bien beau les télécoms, mais commençons d'abord par l'énergie. Hmm. Et ça peut parfois ralentir le déploiement d'un... Ouais, c'est vraiment dommage, Luc. Bon, franchement, je suis désolé, mais on t'entend, là maintenant, c'est terrible, on n'entend plus qu'une phrase sur trois ou quatre. Thierry, oui, donc, en fait, en plus, Luc a ouvert un très bon sujet. Alors, l'électricité, c'est un autre, mais celui du passage à l'échelle. Et ce que le point de Luc était de dire, il sait plein de petites choses, mais on est très souvent encore en Afrique sur tout ce qui est IGOV et Civictech, des fois dans l'expérimentation ou à On solution a de encore procédure. en face de cela, Ouais, Afrique, plutôt une résistance, peut-être pas même pas résistance au changement, mais oui, il y a de la résistance au changement, mais plutôt, on va dire, une suspicion. Mais qu'est-ce qu'on fait de mes données? Si je donne à l'État, on va me fliquer. Voilà. En fait, je veux dire par là, il faut qu'on ait aussi de la capacité à analyser le contexte actuel de l'évolution du numérique avec les problématiques de régulation, de réglementation, de protection des données à caractère personnel qui ne sont pas encore bien assimilé parce qu'il manque encore de la formation, de l'information. Et enfin, cette problématique d'éducation et de formation aussi aux décideurs. Parce qu'on a encore des décideurs qui pensent que l'informatique, c'est juste avoir un accès, une page web. On a fait mon ministère met sur les réseaux sociaux ma réunion avec un tel ou une telle. Donc, je suis digitalisé, c'est les services publics. Non. Il faut aussi sensibiliser, former même ceux qui portent ces décisions, c'est-à-dire qui animent les politiques, les stratégies que l'on veut mettre en place. Mais je sais que ce que Thierry dit, ce que Alicia dit sont totalement les problèmes aussi que nous rencontrons, mais à plus faible échelle. Et je pense qu'autre frein, on va apporter des solutions aux freins qui sont qui sont régaliens, on va pouvoir arriver à ce niveau de problématique aussi. Et pour terminer, il y a quand même aussi une dimension politique qui reste un frein. C'est que nous sommes très souvent, comme en Europe, comme dans la CIAN, très régis par des décisions collectives, c'est-à-dire communautaires. Nos communautés d'État sont parfois aussi des freins quand elles prennent des directives réglementaires qui ne peuvent être appliquées pour certains services. Je prends l'exemple, par exemple, un exemple très simple. Le passeport en Afrique centrale, il y a des pays qui ont 5 ans, en Afrique plutôt, il y a des pays qui ont 10 ans de validité. En Afrique centrale, on ne peut pas dépasser 5 ans. C'est pas parce que les pays ne veulent pas, mais c'est parce qu'il y a une directive sous-régionale qui dit que la validité d'un passeport, c'est 5 ans. Mais donc, et ça s'applique sur le roaming, par exemple. Le free roaming dont on a beaucoup parlé en Afrique, c'est une directive qui peut faciliter l'accès aux services numériques avec une collectivité simple, mais tant qu'elle n'est pas prise au niveau communautaire, elle ne peut pas être appliquée au niveau des pays et parfois ça freine. Donc il y a une dimension politique aussi qui fait que nos communautés parfois ne facilitent pas l'application de certains textes qui va favoriser l'usage des services numériques publics pour les citoyens. Voilà un peu, je suis très content de me retrouver dans ce qu'ils disent, mais ce que je dis, c'est pas qu'on est forcément en retard. Ce que je veux dire, c'est que à échelle réduite en Afrique, parce qu'il y a encore quelques, euh, euh, quelques barrières à lever et quelques initiatives à prendre dans la réglementation, la formation et aussi les problèmes régaliens d'électricité et d'énergie classiques qu'on rencontre dans notre région. merci Luc, c'était un peu haché au début, mais après c'était très clair. Et effectivement, il y a des points très importants que tu as évoqués. Peut-être Thierry, redire un mot sur le passage à l'échelle qui est un de tes sujets. Et peut-être Alicia, revenir sur la question, effectivement, parce que, alors, on parlait tout à l'heure des Français versus les Allemands, mais la question de la crainte que peuvent avoir les citoyens par rapport à leurs données, c'est peut-être, ça peut quand même aussi rester un sujet. Apparemment, c'est un sujet en Afrique. Thierry, d'abord, sur le passage à l'échelle? Oui, alors une des démarches qui est une innovation hein, qui est portée en ce moment et sur laquelle je travaille particulièrement, c'est c'est issu aussi de ces années passées sur les projets où on voit, particulièrement en Afrique, encore une fois, beaucoup de projets arriver en se rendant compte qu'il a déjà été mené dans un autre pays et qu'on a énormément de projets. Là,
finance plusieurs, soutient plusieurs milliers de projets par an dans différents pays, et on voit des projets qui arrivent et qui ont une portée locale, qui répondent à un besoin défini et qui vont être montés sur une période vraiment, elle aussi, complètement prédéfinie. On se rend compte qu'il y a des besoins supérieurs, qu'il y a d'autres pays ou d'autres régions du même pays qui pourraient s'inspirer de ce projet, et que s'il y avait une démarche systémique proposée dès le départ à l'AFD et avec des bailleurs internationaux, et du coup c'est l'intérêt dans cette démarche de les regrouper, et on a la Scaling Community of Practice, qui est anglophone comme son nom l'indique, mais qui regroupe énormément de bailleurs de fonds pour se dire, bah écoutez, ces projets-là, quand on les étudie et qu'on va les soutenir, on regarde si effectivement c'est des projets qui ont le potentiel pour passer à l'échelle, être répliqués, dupliqués ou amplifiés autour des villes, dans les milieux ruraux ou à l'international. Parce que dans chaque projet, que ce soit dans l'eau, la santé, l'éducation, les plateformes participatives et citoyennes, l'énergie, la protection de l'environnement, eh bien, il y a des compétences, il y a des cahiers des charges, il y a l'ensemble de la méthodologie qui a été appliquée pour monter ce projet. Et ce qu'on voudrait aujourd'hui maintenant, c'est se dire, bah, on va démultiplier les effets, les impacts, bien évidemment pour une logique finale qui est d'améliorer les conditions de vie des habitants et de faire en sorte que les personnes vivent dans de meilleures conditions parce qu'elles ont l'accès à l'éducation, c'est de la lutte contre l'illettrisme, accès à l'eau, à l'hygiène, aux ressources élémentaires, à l'électricité, donc l'énergie, hein, on en parlait tout à l'heure. Hein. Oui, pour Ben, pour parler. avoir un téléphone et une plateforme numérique, ben, il y a un moment ou un autre, il va falloir le recharger, comme les voitures électriques dans beaucoup de pays modernes. Et du coup, on est vraiment aujourd'hui dans cette approche de fédérer autour de nous, et on organise un événement auquel on peut se connecter aussi de manière virtuelle le 20 juin prochain, donc pas vendredi demain, mais celui d'après, où on va porter réellement cette ambition avec l'ensemble des bailleurs de fonds internationaux, des partenariats, des partenaires, pardon, des grandes fondations qui elles aussi, se disent, bah voilà, on soutient plein de projets, mais en fait, est-ce qu'ils ont une capacité à changer d'échelle? Est-ce que l'opérateur, parce que vous avez beaucoup d'associations ou d'organisations qui mènent des projets locaux très ciblés, mais qui n'ont pas les capacités ou l'ambition de changer d'échelle. Hein. Ils veulent pas, c'est des petits projets qui sont difficiles à monter, ils n'en ont pas d'ambition. Mais on pense qu'énormément de ces projets peuvent passer à l'échelle. Donc on y travaille, on va faire ce premier événement, et puis ensuite on va porter la démarche à très haut niveau, puisqu'on organise un autre événement lors du FFD4 de Séville, le grand sommet sur la finance internationale, où là, on va ouvrir au public cette démarche avec, là aussi, on l'espère, plus tard, l'ouverture d'une plateforme numérique qui permettra à ceux qui ont des initiatives et des projets de dire, mais nous, on a monté ça. C'est innovant ou c'est pragmatique, ça fonctionne, mais en fait, ce qu'on fait, on le fait pour 200 000 personnes ou dans telle ville, et on pourrait le faire pour 20 millions. Et on a vu que dans tel autre pays, il y a un besoin énorme dans le dessalement de l'eau, dans l'adduction d'eau potable, dans l'énergie renouvelable, etc. Donc on va vraiment travailler sur cette méthodologie du passage à l'échelle qui nous semble être très en rapport aussi avec la politique actuelle, le fait de multiplier les financements, c'est-à-dire faire en sorte qu'un euro investi va se transformer en 5 ou en 10 ou pourquoi pas en 100, et puis de renouveler des partenariats internationaux qui Ah, sont là aussi portés par de nouveaux gouvernements, où en fait la méthodologie ne sera pas de nous regarder les projets qui potentiellement sont viables, mais de voir sur le terrain quels sont les meilleurs opérateurs et les meilleurs porteurs de projets pour les mener. Et on sait que c'est vraiment gage de réussite, c'est-à-dire adresser un soutien à quelqu'un qui vit dans son écosystème et qui connaît particulièrement bien deux éléments clés, et ça on le sait tous, qu'on habite en ville ou à la campagne, c'est la culture locale de son environnement et l'écosystème économique. Est-ce qu'il y a un marché? Est-ce que c'est durable? Est-ce que c'est pérenne? Ou est-ce qu'on se lance dans quelque chose de beaucoup trop risqué? Et est-ce que c'est adapté à la culture? ah, bien sûr, tout à fait. Alicia, je revenais sur le sujet des citoyens ne sont pas inquiets sur leurs données. On va savoir ce que je pense. Apparemment, Alors, Luigi, ça pouvait être un frein. si, les citoyens, ils sont inquiets, mais c'est vrai que nous, on a pensé l'expérience pour les citoyens dès le départ. C'est ce qu'on a imaginé. Enfin, il y a 9 ans, quand on s'est lancé, le paysage des civic tech était quand même des civic tech qui avaient pensé l'usage
à la hauteur du maire ou à la hauteur du ministre, par exemple, mais pas à la hauteur du citoyen. Donc en fait, nous, quand on est arrivé, la révolution qu'on a proposée, c'est vraiment des expériences utilisateurs qui sont à hauteur des citoyens. Et le sujet de qu'est-ce qu'on fait de ma donnée, à quel moment on me demande ma donnée, quel type de données on demande, etc., c'est quelque chose qu'on a intégré dès le départ. Et donc, quand on demande une information aux citoyens, on le justifie, on l'accompagne. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je parlais du tiers de confiance, on est vraiment un tiers de confiance dans la participation citoyenne. Donc nous, on n'est pas face à ça parce qu'on a travaillé sur ce sujet-là et on a créé les conditions qui font qu'à un moment donné, les citoyens nous font confiance. Et donc on a quand même des différences suivant les nationalités. Alors je parlais des Allemands parce qu'effectivement, ils ont une sensibilité plus grande, mais ça passe par voilà, ce que nous, on met en place sur le bon moment, le bon wording, la bonne justification et le fait qu'on soit un tiers de confiance. Par contre, si c'est possible, j'aurais adoré aussi réagir sur ce que disait Lick tout à l'heure quand il parlait de la formation, notamment de ceux qui utilisent les outils qui s'appellent eGov ou Civic Tech. Ça, c'est un vrai point c'est un vrai point de discussion, c'est-à-dire que quand on est une civic tech, je crois Loïc le disait aussi, c'est pas uniquement faire de la participation citoyenne, c'est pas uniquement mettre en ligne un site et puis se dire les gens vont venir et puis ça va être bien ou je fais un webinaire et tout va bien se passer parce qu'il y a le mot digital dedans, etc. Il y a une véritable stratégie sur par exemple la participation citoyenne telle que nous on le fait. Il faut avoir une robustesse de l'analyse pour que l'analyse soit légitime. Donc, il faut avoir des sociologues et des data scientists dans les équipes. On peut être victime de trolls, ça arrive très souvent. Donc, il faut des techniques anti-trolling pour faire en sorte une nouvelle fois que les résultats soient légitimes. Il faut éviter d'ouvrir une plateforme et que le premier qui a parlé, ce soit celui qui soit au la pile et qui soit écouté. C'est pas ça. Il faut donner la même chance à chaque personne qui participe de voir sa proposition peut-être faire partie des propositions consensuelles. Enfin voilà, il y a tout une expertise et cette expertise-là, il faut qu'elle soit, je pense, portée par les civic tech, mais comprise d'une manière ou d'une autre par les personnes aussi qui les utilisent. Donc chacun doit rester dans son rôle, hein. Nous, on n'est pas des experts des politiques publiques. Ces personnes-là ne sont pas des expertes des civic tech, mais il faut qu'il y ait un pont qui se crée. Et de manière générale, là, on est face quand même à une révolution qui s'appelle l'IA générative qui arrive en pleine figure. Je crois qui va potentiellement être une énorme menace et également une énorme opportunité, notamment en ce qui concerne l'e-gov et la civic tech. Et je pense que dans ce cadre-là, on a besoin d'espaces de collaboration, on a besoin d'espaces d'innovation, on a besoin aussi que les institutions, les gouvernements créent des espaces et aussi l'état d'esprit pour aussi prendre des risques, parce que innover et utiliser l'intelligence artificielle, c'est pas uniquement la regarder et en avoir peur, c'est expérimenter. Et nous, on est des expérimentateurs, les civic tech, et on a besoin d'avoir des institutions qui n'ont pas peur d'expérimenter, parce que si on n'expérimente pas, on va passer à côté de la révolution. à Donc côté. il faut absolument, donc ça rejoint la formation, il faut absolument que les décideurs plongent avec nous, prennent parfois des risques, parce que expérimenter, c'est aussi parfois prendre des risques, innover. On peut le faire ensemble, il faut collaborer, mais c'est très très important. Il faut que l'IA, notamment l'IA générative, devienne une opportunité au service de la démocratie. Et je crois, Thierry, tout à l'heure, tu disais quelque chose que le numérique doit être au service de l'humain et l'humain pas au service du numérique. Bah, c'est un peu, je dis à peu près la même chose avec la GenAI qui nous arrive en pleine figure. Merci. Thierry, tu veux dire un complément, peut-être? Tu lèves la main. Oui, bah, je voudrais rebondir sur ce qui vient d'être dit parce que, et j'avoue, je l'ai découvert maintenant. Quand j'étais à Vivatech hier, j'ai croisé Gilles Babinet et j'ai vu qu'il avait fait un café IA avec Mhm. mec.org. Je sais pas exactement quelle est la nature du partenariat, etc. Ouais, Mais je sais qu'on regarde beaucoup. Donc, vous parliez d'IA, on regarde beaucoup, bien évidemment, l'IA, comme tout le monde, sur de nombreux sujets et l'AFD travaille dessus. Et les cafés IA, pour moi, c'est un démonstrateur incroyable parce qu'on parle d'intelligence artificielle, mais en fait, on va faire des cafés IA dans les régions et on espère les rendre disponibles à l'international et les organiser avec les pays africains, alors que c'est une initiative du Conseil national du numérique, si je ne me trompe. Et l'objectif des cafés IA, c'est finalement de parler avec les gens de manière totalement désacralisée et simple de l'IA.
mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous en comprenez? À quoi ça pourrait servir? Vous êtes, vous, dans l'éducation, dans la santé, vous, vous êtes dans le bâtiment, et effectivement, mais avec l'IA, là, concrètement, qu'est-ce que ça peut améliorer dans votre quotidien? Vous êtes à l'école, est-ce que vous trichez si vous utilisez ChatGPT ou un autre outil? Ou est-ce que ça peut être finalement un vrai compagnon qui va vous permettre de mieux comprendre cet apprentissage et qui va vous aider de manière réellement, entre parenthèses, intelligente, parce qu'il y a toujours un entre parenthèses, et est-ce qu'on doit en avoir peur, est-ce qu'on doit partager ces données, etc. Et je trouve que l'initiative Civic Tech, Café IA, qui est vraiment un moment où effectivement, même si on va parfois utiliser le numérique et comme là la visio pour se retrouver de manière relativement humaine, un petit peu, c'est quelque chose qui humanise énormément la démarche et qui la rend accessible à un large public. Et d'après moi, c'est aussi ça, les civic tech, c'est permettre à des gens qui peuvent pas ou n'osent pas poser les questions, n'osent pas participer, d'oser, et tout d'un coup, de voir que leur avis est pris en compte, et comme dans toutes les grandes conférences ou les événements, où on comprend pas les acronymes, mais on n'ose pas le dire parce que on va avoir l'air bête, parce qu'on ne sait pas ce que c'est, et qu'on est avec des professionnels et que tout le monde sait ce que ça veut dire. Ben non, les cafés IA, ça désacralise complètement les choses et c'est une approche qui me semble extrêmement pertinente, alors que pourtant c'est sur un sujet ultra technologique, ultra technique et extraordinairement à la mode. Tout à fait. Je vois que l'heure tourne. Je vois qu'on a une question de Bruno. Après, s'il y a d'autres questions ou même des gens qui sont en Sienne, c'est le moment. Et puis après, je poserai une dernière question à chacun de nos trois intervenants. Bruno nous demande si on a identifié, alors c'est peut-être pour Alicia, mais peut-être plutôt sur ce qui se passe en Europe, une corrélation entre la maturité numérique d'un pays et le succès des initiatives Civic Tech. Est-ce que les pays nordiques, par exemple, sont bons en Civic Tech? Non, pas du tout. Donc, Pas du tout. c'est intéressant. Moi, j'aurais dit oui, j'aurais pensé. Ouais, enfin, pas du tout. De ce que j'en ai observé. Après, je suis pas une experte. Je vais pas me déclarer experte de la Civic Tech. Mais j'étais au sommet de la démocratie à Copenhague il y a quelques semaines et j'ai eu l'occasion de discuter avec différents représentants de gouvernements, ministères ou acteurs locaux. Euh, j'ai été étonnée. Je pensais qu'il y avait plus d'initiatives et qu'il y avait plus d'initiatives numériques. Donc, on est sur des pays où il y a de la délibération, mais on n'a pas beaucoup d'initiatives numériques dans ces pays-là. Le succès des Civic Tech est plus lié à l'interlocuteur avec lequel qu'on construit l'opération. Donc, c'est vraiment d'humain à humain presque. Mais en tout cas, pour répondre à la question de Bruno, je vois pas de corrélation entre maturité numérique et succès des Civic Tech. C'est plus un Intéressant. mélange Hmm. je serais plus même sur donc le succès des Civic Tech vient du fait qu'à un moment donné, il y a une personne qui croit au fait que co-construire ensemble va être plus efficace que avancer tout seul. Donc à partir du moment où on arrive à avoir cet espace Hmm. euh, de, de, euh, des espaces communs pour travailler, on peut faire des belles choses et c'est pas forcément lié à la maturité numérique. Jusque-là, les Civic Tech étaient très peu tech, pour être honnête. Hum, Dans le tech de Civic Tech, on n'avait pas forcément Oui. beaucoup d'acteurs avec des connaissances très fortes. Nous, côté Mapworld, donc voilà, je prêche ma bonne parole, mais effectivement, nous, on a la moitié des équipes, c'est des équipes de data scientists, d'ingénieurs, donc voilà, vraiment des gens tech pour aller lutter, comme je disais tout à l'heure, contre le trolling, pour rajouter de l'algorithme, pour voilà, créer de la légitimité dans les résultats. Là, la prochaine vague de Civic Tech, c'est vraiment des acteurs qui vont être très forts d'un point de vue numérique. Donc peut-être que ça va changer. La Gen AI est en train de changer les choses. Le plafond de verre qu'on avait dans la Civic Tech est en train d'exploser puisque la Gen AI, l'IA générative, va permettre de créer de la délibération réellement à grande échelle, notamment avec la modération qui va potentiellement pouvoir se faire grâce à l'IA vraiment à grande échelle, la capacité de l'IA à synthétiser du contenu résumé et synthétiser du contenu qui d'habitude était fait par des humains, ou l'IA qui a la capacité de rendre un contenu très complexe, simple et accessible. Nous, on l'utilise par exemple dans un outil qui s'appelle Panoramic, où on prend par exemple toute la donnée qui est issue par exemple d'une assemblée citoyenne ou même d'une assemblée
type l'Assemblée nationale en France. On prend toutes ces données, les rapports, les discussions très techniques, impossible de suivre tout ça, impossible de comprendre. Ça pourrait prendre des heures des citoyens. On le met dans le système et avec une interface type chatbot à la ChatGPT, vous pouvez aller vous renseigner et rentrer par thématique sur ces sujets-là avec des réponses, une nouvelle fois, qui sont à hauteur de citoyens et qui vont pouvoir permettre de recréer du lien entre vous et l'institution. Donc voilà ma réponse pour Bruno. Très bien, très clair et un peu contre-intuitif, j'avoue, mais bien argumenté. Je vois que, bon, Orphée nous dit bonjour, mais sinon, il n'y a plus d'autres Bonjour questions. Orphée. Au niveau du siège du CERN, pas de questions non plus. Et puis d'ailleurs, c'est déjà 1h15 que nous sommes ensemble. Peut-être ma dernière question à l'ensemble de nos trois intervenants et que je remercie beaucoup parce que c'était très enrichissant. Moi, j'ai appris plein de choses aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est un sujet peut-être un peu moins connu, y compris de l'auditoire du CERN, bien entendu. Ma question, c'est, on se retrouve, on fait la même en 2030, dans 5 ans. Qu'est-ce qui aura changé? Est-ce que tout d'un coup, il y aura du MechPorg partout en Afrique? L'ASD sera très content de tout ce e-gouv. Elux aura enfin fait sa révolution dans le e-gouv en Afrique centrale, notamment sur la durée de vie des passeports. Qui veut commencer? 2030, on en est où? Comme vous Bah, moi, voulez. je, Allez, Alicia. je peux me lancer, hein. Ce qu'il est, enfin, je vais revenir un peu sur mon obsession peut-être de cette fin de discussion. C'est vraiment sur l'IA générative qui est en train de déferler. Et aujourd'hui, on a les trois quarts de l'humanité qui sont à côté de la discussion. On n'implique pas les citoyens dans les discussions. Ça reste des discussions d'experts, des discussions entre quelques pays ou quelques entreprises. Donc j'espère que grâce à notre effort collectif de collaboration, d'innovation, on arrivera en 2030 dans un monde où le sujet de l'IA aura été partagé, aura été mis sur la place publique, aura été décortiqué pour que les citoyens puissent prendre leur part dans cette révolution IA et au-delà de prendre leur part, vraiment décider de ce qu'ils veulent faire de leur société et dans quelle mesure ils veulent mettre l'IA au service de l'humain. Donc j'espère qu'en 2030, on sera dans une société augmentée par l'IA, avec l'IA au service de la démocratie, qui permettra, par exemple, de faire de la délibération à grande échelle dans toute l'Afrique, dans toute l'Europe, avec, j'espère, un rôle des citoyens une nouvelle fois qui sera augmenté. Aujourd'hui, on a des assemblées citoyennes qui coûtent cher, qui sont magnifiques, un magnifique outil démocratique, mais qui ne concerne qu'un mini public. Et nous, ce qu'on aime faire chez MEC, c'est connecter ces mini publics avec le maxi public, c'est-à-dire l'ensemble des citoyens. Donc j'espère qu'en 2030, on sera dans une configuration où chaque citoyen pourra avoir sa part de voix et créer ce qu'on appelle un sentiment de démocratie permanente grâce à des outils digitaux qui leur permettront voilà, d'avoir un libre arbitre augmenté. Je pense que le libre arbitre est beaucoup attaqué par Ouais. rapport à aujourd'hui dans notre monde. Le libre arbitre des citoyens est beaucoup augmenté. Donc voilà, je suis plus dans un wishful thinking qu'une réalité. On va voir ce qui va se passer dans quelques années. Je pense que tu as répondu non à cette question tout à l'heure, mais il dit dans le futur, est-ce que les civiques vont remplacer les politiques et leurs programmes compliqués? Alors, non, non, pour moi la civic tech, elle doit renforcer la démocratie, elle doit pas, elle doit renforcer, elle doit augmenter, elle doit faciliter. Alors peut-être que demain, les civic tech vont faire en sorte qu'on comprenne mieux les programmes politiques compliqués. Mais la Civic Tech, elle est là pour, une nouvelle fois, ouais, renforcer nos institutions et notamment les gens qui nous représentent. On a toujours besoin de personnes qui font un travail complexe, technique. Et donc, voilà ma réponse sur Michel. Elle est très claire, merci beaucoup. Thierry, Moi, je pense tes qu'un des grands. convictions en 2030. Ouais, ouais. Alors, j'aurais aimé que tu me dises 2050, hein, parce que Ouais, c'est vrai que c'est Tu dans peux faire 5 ans. c'est-à-dire que 2030, on est déjà à mi-chemin de 2025, donc c'est 4 ans et demi. ouais. Je pense que la révolution IA est complètement surestimée. Je pense qu'il y a une bulle spéculative absolument colossale autour de cette technologie, qui n'est pas du tout une technologie, mais qui est une manière de créer des algorithmes qui vont puiser ou pas et générer des données avec des outils dédiés
qui sont des plateformes ou une application qui va vous permettre d'avoir des réponses à des sujets. Donc, c'est un mode aussi quelque part d'encyclopédie plus plus. Aujourd'hui, on voit que les citoyens, finalement, dans beaucoup de pays à travers le monde, ils font de moins en moins confiance. Il y a de plus en plus de fake news. Il y a de plus en plus d'incompréhension sur de nombreux sujets. Et je pense que moi, je vois les choses toujours d'une manière pessimiste. Je crois dans l'essor du numérique et des nouvelles technologies et j'en suis un, un convaincu et passionné depuis de nombreuses années. Je pense que c'est une opportunité incroyable de pouvoir justement rapprocher les citoyens de la politique en, en utilisant aussi ces outils comme l'IA qui pour moi vont être juste une des briques qui va s'ajouter à cet écosystème numérique du web et du digital et qui va permettre peut-être de rendre les choses un peu plus claires, un peu plus simples avec, j'espère, comme mec.org, ce qui a été évoqué, c'est un mot-clé qui a une forte résonance en moi, des tiers de confiance, Mm. des tiers de confiance qui vont être capables de dire, bah voilà, les données que vous consultez, elles sont importantes. Je ferai le parallèle aussi avec le sommet sur les océans où Thomas Pesquet évoquait que basons-nous sur la science. On a la chance d'avoir des grands instituts de recherche, des grandes universités qui font de nombreuses études et d'analyses, et si on les cite systématiquement, c'est pas pour rien. Ils analysent les données et ils font des rapports, et la science nous dit ce vers quoi il faudrait aller. Donc j'espère qu'en 2030, on aura rapproché ces éléments et ces données de la science dans quelque part ces civic tech, avec ces briques de l'IA et d'autres, je l'espère, qui nous permettront de mieux se comprendre et de mieux porter la voix de ces citoyens qui, en fait, se désengagent de la politique ou des politiques publiques parce que, ils ont l'impression de ne pas être écoutés. Et les civic tech, c'est finalement être écoutés, avoir la parole. Et en 2050, tu seras plus optimiste? 2050, moi, j'ai lu beaucoup de livres sur l'Afrique et la révolution numérique, dont certains Ouais. que Jean-Michel ici a écrit, et notamment un livre de Gilles Babinet sur l'avènement des plateformes. Je crois que voilà, il va y avoir, comme dans tous les écosystèmes, que ce soit énergétique, industriel, etc., des grands acteurs qui vont se révéler et qui vont permettre d'avoir une vraie bascule qui sera liée à la fois aux ressources que permet de mettre à disposition la planète, à la fois à la démographie, et là encore, pour faire bien évidemment le rapprochement avec un des sujets qui est l'Afrique, je pense que l'Afrique a clairement une épingle du jeu à tirer dans cet écosystème, à la fois économique, environnemental et industriel, absolument colossal. Donc, et là, ça risque d'être hétérogène, encore une fois, ça a été évoqué au début, entre certains pays qui aujourd'hui affiche une croissance ultra impressionnante et justement ont fait ce virage technologique, d'autres qui l'ont pas du tout fait et qui vont de moins en moins bien. Donc je dirais qu'il y a peut-être sur les 54 pays, 5 pays qui vraiment affichent des scores incroyables et très positifs, 5 pays qui ont des énormes complexités de gouvernance, de conflits, de sécurité, de déficit en infrastructure, et puis le reste qui sera plus ou moins stagnant et qui pourrait être dans une croissance. Donc moi, je tire un constat, enfin je tire un constat, je fais une prédiction qui serait relativement positive. Très bien. Et enfin, Luc, on te laisse le mot de la fin, en espérant que la connexion soit bonne. Luc? Je crois que tout a été dit, mais moi, dans 5 ans déjà, j'espère que j'aurai fédéré tous les pays de l'Afrique parce que j'espère que j'aurai réussi mon mandat de secrétaire général de l'Union africaine des télécommunications puisque je suis candidat pour bouger les choses au niveau africain. Donc déjà, c'est une première chose. Je me vois satisfait d'un mandat où j'aurais permis aux pays africains en particulier d'être plus engagés dans la transformation numérique et l'usage des services numériques et aussi dans les batailles de la cybersécurité, batailles de l'intelligence artificielle et aussi une position de l'Afrique au niveau mondial, puisque nous avons quand même sur les 5-6 milliards de la population, 1,5 milliard qui sont en Afrique, dans les grands consommateurs, les problématiques dont on aborde ici pour la Civitech ou la transformation numérique, l'IA et tout, va toucher en premier ces populations-là. Donc j'espère que dans 5 ans, la sensibilisation sera très bien passée. Maintenant, je pense quand je fais un peu un retour en arrière, les 5 dernières années, on était dans le bain de métaverse, on était dans le bain de tout le monde Mm. connecté, dans le bain bon, on n'y est presque pas,
mais on s'est pas rendu compte que l'Afrique qui souffrait d'une fracture numérique a comblé le déficit de façon significative. Peut-être pas à 100%, mais aujourd'hui, on arrive à connecter facilement les départements. Je suis moi-même président d'un fonds de services universel. On est très satisfait des résultats qu'on a. Donc, on peut être surpris par le progrès qui peut arriver sans se rendre compte que nous sommes en train de progresser. Et j'espère qu'en 2005, pour être honnête, il n'y aura pas peut-être des grands changements, mais en de 2030, pardon, il n'y aura peut-être pas des grands changements significatifs comme l'a fait le mobile il y a 20 ans aujourd'hui, mais il y aura des choses positives et on doit rester mobilisé, on doit rester attentif aux progrès technologiques Tout à fait, Luc. Et puis, de nos bah, nous avons populations et la nos con- dirigeants, mais je crois à une meilleure situation que celle de 2025. Bon, bah, tant mieux. Merci pour cet optimisme et félicitations pour la candidature. C'est quand les élections? Alors, les élections, c'est le deuxième trimestre 2026, après les plénipôts qui auront lieu pendant les plénipôts qui auront lieu au Nigeria et le dernier conseil qui se tiendra en Afrique du Sud en D'accord, décembre. dans un an. Donc, bon courage. Et en plus, ça tombe très bien sur un sujet qui était autour des civic tech. Bah, je veux remercier nos trois intervenants, Alicia, Luc, Thierry. C'était super clair. Je pense que c'était un sujet un peu différent de ce qu'on aborde d'habitude dans les conférences, mais c'était aussi l'intérêt d'ouvrir aussi sur ces nouveaux sujets. Et on voit qu'ils sont quand même au cœur de ce qui se passe sur le continent, enfin sur les continents, parce que il y a aussi l'Europe, il y a aussi le Canada, etc. On en reparlera. Merci à tous les trois encore une fois. Et je donne rendez-vous pour la commission digitale prochaine qui a lieu le 18 septembre, voilà, dans 3 mois, hein, pas les vacances. Alors, on parlera pas des civic tech cette fois-ci, mais des rec tech et des subtech, et donc plutôt en fait tout ce qui concerne les banques et les banques centrales, et donc tout ce qui est la régulation bancaire et la supervision bancaire. Donc un sujet plus financier cette fois-ci pour cette commission digitale. Alicia, Thierry, Luc, un grand merci à vous et très bonne soirée à Merci tous. Et merci beaucoup. à Bonne Ravid soirée. pour l'organisation. Et à très Et, bientôt. Au et revoir. merci à ton excellente modération. À très bientôt à tous. Merci. Merci Jean-Michel. Merci tout le monde.